Dimanche politique, un programme politique en continu sur votre chaîne de télévision tous les dimanches matins et d'ailleurs en diffusion sur les différents canaux de diffusion de votre chaîne. Merci d'être nos alliés. Sans jamais marchander votre soutien d'ailleurs. Après les deux entretiens, c'est l'heure de recevoir et d'installer le consultant politique Agapit Napoléon Maforikan. Bonjour à vous. Bonjour Latifo, bonjour à tous nos téléspectateurs, bon dimanche à eux et bon appétit à ceux qui sont encore à table. Consultant politique, expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication. Merci de votre détermination de tous les jours pour la pédagogie. Nous allons commencer déjà par tirer les conclusions de cette conférence pour laquelle nous avons instauré ici cette quinzaine-là qui aujourd'hui d'ailleurs finit, la quinzaine démarrée depuis le lundi 17 février avec pour laquelle d'ailleurs nous vous avons eu pratiquement tous les matins depuis ce lundi-là. Donc les conclusions pour un moyen et une occasion de s'échapper de cette situation de crise que vivait le pays. On peut se frotter les mains et dire que ce fut un succès éclatant. Merci Latifo, merci à tous nos téléspectateurs, surtout ceux qui nous ont suivis tout ce temps. Merci à eux, ça nous a donné du baume et surtout de l'entrain, de l'énergie pour continuer. Tous ces retours, oui, parce que c'est pas si évident. Je voudrais remercier les personnalités qui nous ont accepté de nous rencontrer, d'échanger avec nous sur ce moment. Je voudrais enfin dire que, oui, vendredi dernier, nous avons parlé donc de la clôture de la conférence. Aujourd'hui, nous parlons de la clôture de la quinzaine. Ça fait 2 semaines que nous entretenons un peu sur le passé, donc sur ces 30 ans. Il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu des rencontres thématiques, il y a des rencontres intellectuelles. Il y a eu, à mon avis, 2 colloques avec l'ABCD, l'association du professeur Chola-Ivor, et puis la deuxième qui a eu lieu ce samedi 29 avec le clergé au Palais des Congrès. Donc tout le monde parle des acquis, oui c'est bien, on revient là-dessus. À mon avis, le clergé d'ailleurs, au moyen de la messe célébrée à l'église Saint-Michel il y a 2 jours. Et donc, dans la dynamique donc du colloque d'hier, le clergé qui appelle à la préservation des acquis, à l'unité. Tout ça, c'est bien. Et on salue, on soutient. On pense que, oui, effectivement, la conférence nationale fut un moment important de l'histoire de notre pays. C'est normal qu'on en conserve les acquis et surtout qu'on les préserve et qu'on les développe pour un Bénin nouveau. Un Bénin futur nouveau, un Bénin plus développé, un Bénin plus projeté vers son avenir en termes d'objectifs de développement durable. Et lorsqu'on a dit ça, vous comprenez qu'on ne peut pas rester que dans l'histoire. On ne peut pas rester que dans les éléments d'émotion. On ne peut pas rester dans les approximations de cette conférence nationale. On ne peut pas rester dans la logique d'une rencontre conjoncturelle appelée à régler un problème ponctuel de gestion de l'État. Et donc, un peuple qui se veut développer doit pouvoir regarder plus loin, voir loin et commander court. On doit sans doute saluer ce moment, mais on doit se projeter en disant, mais quand on aura 100 ans, quand l'indépendance du Bénin aura 100 ans, c'est-à-dire le 1er août 2060, quel doit être le visage du Bénin? Voilà, pour moi. Ces interrogations-là manquent dans les différentes interventions des colloques et rencontres ou pourquoi cette insistance-là? Elle manque. Elle manque parce que j'ai l'impression que nous figeons trop sur les symboles de ces moments, sans doute pathétiques, mais mon Dieu, c'est pas des moments les plus comment on va dire, significatifs de l'histoire d'un pays. Parce que on ne doit pas tolérer qu'on aille à la banqueroute. On ne doit pas tolérer la malgouvernance. On ne doit pas tolérer que des cadres des Béninois qui sont à l'extérieur torpillent l'État. On ne doit pas tolérer donc ces situations de complotistes où chacun se met dans une dynamique d'agenda personnel au lieu de penser l'État. Pour moi, la conférence nationale a été un bon moment, une très bonne rencontre, une grande messe. Mais quand vous regardez son déroulé, vous vous rendez compte que c'est un rapport de force, je l'ai dit. C'est Mathieu Kérékou qui a éjecté ses anciens camarades de PAPB en face des forces vives de la nation, ramassé de manière un peu bizarre
un ensemble assez hétéroclite, mais on ne peut pas faire de mieux. Donc, et voilà. Donc, et ceux-là se sont vus autorisés parler au nom du peuple sans recevoir un mandat formel. Et donc, on est dans une situation ubiesque. C'est bien qu'en ce moment, on ait pu le faire pour sortir de crise. Mais on ne doit pas se scléroser. On ne doit pas s'appuyer, s'accorder en disant que c'est les moments pathétiques. On ne doit plus rien voir de loin. On ne doit plus avancer. On ne doit plus se projeter. On ne doit pas prendre d'autres risques. D'un État qui a envie de se développer, ce n'est pas possible. C'est donc une simple étape, pas un fait en soi. Ce n'est pas une simple étape, c'est une étape importante. On ne peut pas banaliser l'étape de la conférence nationale. Parce que on a vu le génie des Béninois. On a vu que, effectivement, Mathieu Kérékou avait le dos au mur, mais il a su maintenir l'ambiance. Il ne s'est pas livré pieds et mains liés, comme lui-même l'a dit. Il a lutté, il a combattu. Le 21, la conférence est ouverte le 19. Il a donné la feuille de route. Le 21, il est venu. Il a recadré les gens en disant, nous ne démissionnerons pas. Il revient, alors que les gens faisaient feu de tout bois pour banaliser le régime, en parlant de troupes qui venaient d'ici et d'ailleurs. Alors que les gens banalisent le régime, en passant outre ce que Mathieu Kérékou a conseillé, en se proclamant souverain. Et pourtant, il est revenu pour reprendre la main, et finalement, il accepte les décisions. Donc, c'était un rapport de force dans lequel il est sorti gagnant. Mais est-ce qu'il avait d'autres marges? Les gens disent qu'on a frôlé le pire. Non. C'est là qu'on doit ressortir le patriotisme de Mathieu Kérékou. Il n'est pas un jusqu'au boutiste. C'est parce qu'il n'avait pas les moyens de tenir une crise. L'État était totalement vide. Mathieu Kérékou n'avait pas. Il avait une armée prête peut-être à appuyer sur la gâchette. Mais il ne pouvait pas tenir longtemps. C'était la banqueroute. On ne peut pas s'appuyer sur ça. Donc, la clairvoyance de Mathieu Kérékou, face à une telle situation, a eu des désirs de sagesse, d'accepter de collaborer. D'ailleurs, il ne pouvait même pas rester. S'il voulait maintenir son pouvoir, il ne pouvait pas gouverner de manière exceptionnelle. Il ne peut pas, c'est pas possible. Les mesures le 6 ou 7 décembre devraient avoir d'autres dates, de nouvelles institutions, de nouveaux alliés, de nouveaux organes. Et c'est ça que la conférence a donné. Donc, chacun a trouvé son compte. Mathieu Kérékou a relégitimé son pouvoir. Les autres qui étaient dehors et qui brûlaient d'envie de rentrer dans le pays sont rentrés. Et donc, chacun voilà. Mais après, il faut aller plus loin. Il fallait redémarrer l'appareil d'État. Il fallait redonner vie à l'appareil. Ça n'a peut-être pas complètement raté. Mais hier comme aujourd'hui, il semble que l'on fait toujours les faux débats, notamment se concentrer sur les questions de liberté. On se trompe parce qu'on a l'impression que les libertés sont arrivées avec la conférence nationale. On en avait. Il y avait la liberté. Comme je l'ai déjà eu à le dire une fois, la loi 72 sur la liberté de la presse, par exemple, c'est une loi française réactivée dans notre pays en 45 ou en 46, non, en 48, et qui est restée. Et qu'on a intégré, d'accord, on est devenu l'Assemblée territoriale, donc qu'on a, d'accord, on est devenu une république en 58, qu'on a intégré dans notre droit positif, le 30 juin 1960. Donc, pratiquement un mois avant l'indépendance, on a réglementé, on a codifié la liberté de la presse en intégrant dans l'arsenal juridique béninois la loi française de 1939 sur la liberté de la presse à travers la loi 72 du 30 juin 1960 portant liberté de la presse en République du Dahomey. Donc, cette loi n'a pas été abrogée par la Révolution. Cette loi est restée. Les ordonnances de 69, l'ordonnance de 69 est restée. C'est pas abrogé. Elle avait aussi trait aux libertés. Elle restreint un peu les libertés, le colpotage et autres. Évidemment, c'est vrai, Paul Montonji, en début 90, a sorti son journal L'Opinion avec l'éditorial Vaincre la peur en disant oui, on ne peut pas tout laisser le chien au parti d'autoriser le journal alors que la loi existait encore. Oui, mais avant, qui pourrait oser? Parce que tout le monde pensait que la révolution et surtout
le socialiste, le parti de la Révolution populaire du Bénin avait tout rejeté et avait tout interdit. Donc, de fait, c'était resté abrogé alors qu'ils n'ont jamais été formellement. Alors, là, sur la Révolution, il y avait des libertés. Il y avait des libertés. Les gens l'invenaient librement. Les gens, on parlait du sport. Mais il y a des libertés qui n'existaient pas, évidemment. Ce n'est pas toutes les libertés. La loi fondamentale reconnaît la liberté. La liberté d'expression, la liberté d'association. Mais tout était sous l'égide du parti et de l'État à l'époque. Donc, tout était régenté par le parti et l'État. Sinon, ces libertés existaient de fait. Mais en réalité, pour leur mise en œuvre, il y avait des situations que, comme c'est le parti et l'État qui régentaient, et surtout le parti contrôlait l'État, tout passait par le parti. Et dès lors, la libre entreprise avait du mal à s'éclore dans la mesure où on avait besoin, donc, nécessairement d'interroger le parti. Ainsi, lorsque des journaux privés voulaient apparaître, Tam Express du Golfe, en 1987, il a fallu l'autorisation express de l'État. Évidemment, le ministre, avant d'autoriser, requiert l'avis du parti. Et c'est pas le parti qui autorisait les citoyens, mais c'était le gouvernement. Mais le gouvernement étant sous l'égide, chaque ministre connaît son commissaire du bureau politique qui le commandait. Donc, au niveau de chaque ministère, par exemple le ministère de la Communication, on sait qu'au niveau du bureau politique du comité central, on connaît le membre du bureau politique. Merci. Le département, un grand département, donc, qui s'occupe de la question de la communication. On l'interroge. Le département donne des avis. Et c'est ces avis qui doivent être suivis par le ministre. Voilà. Donc, vous comprenez que ce n'est pas ce type de liberté qu'on voulait. Évidemment on revendiquait. Mais c'était ce qu'il y avait quoi à l'époque. Comme d'ailleurs dans beaucoup de régimes, même pas nécessairement marxiste-léniniste, mais dans beaucoup de régimes de partis uniques. Et à l'époque, c'était le parti unique qui... On pourrait compter combien de pays en Afrique de l'Ouest qui avaient un régime multipartiste. Donc, à l'époque, c'était la bipolarisation. Et chacun se rangeait dans un camp, donc on pourrait faire le parti unique et se réclamer d'un camp ou d'un autre et être sûr donc de profiter donc du soutien de ce bloc-là. Il y a aussi ces libertés-là, les libertés quand même à se répandre dans les débats politiques. Là encore, à certaines occasions, vous dites qu'elle avait aussi cours sous la Révolution, même si c'était à l'interne d'un grand bloc qui constituait le parti unique. Exactement. Exactement. C'était ça. Au sein du parti de la Révolution populaire du Bénin, il n'y avait pas... Il n'y avait pas qu'une simple unicité de pensée. Ah non, du tout, du tout. Je mets au défi qui le dira. C'est vrai. Tout le monde pense que c'est le parti, c'est le multipartisme qui est le modèle. C'est un modèle, c'est pas le modèle. Ça ne saurait être le modèle. Un modèle parmi tant d'autres. C'est un modèle parmi tant d'autres. La Chine expérimente un modèle. Je le dis, je suis désolé, mais la Chine est un pays démocratique. Selon moi. Je suis désolé, la Chine est un pays démocratique. La Chine expérimente sa démocratie. La Chine se développe avec son système. On peut ne pas être d'accord. Mais on ne peut pas me dire que c'est le système occidental qui est le meilleur possible. Qu'est-ce qu'il faut? Les droits de l'homme. D'accord. Moi, je suis totalement en phase avec les débats sur les droits humains. C'est-à-dire le droit à la vie, le droit à un habitat, le droit à la santé, le droit à l'instruction, le droit à l'éducation. Mais après, le reste devient... Après ce moment-là, les autres droits deviennent des droits, à mon avis, complémentaires et parfois des droits de confort. Pour moi. Donc, c'est là parce que je dois pas... Le droit à envoyer 1000... message à ma copine par jour ne peut sembler pour un État anormal, dans la mesure où il veut promouvoir la production, en disant qu'un citoyen ne peut pas passer sa journée à envoyer des messages oisifs à quelqu'un et qu'il faut qu'il travaille. Parce que si le droit à la santé est reconnu et protégé par l'État, normalement, donc, le droit à la production doit être, l'obligation de produire doit également, pour les actifs, doit également être aussi un devoir. Donc, il n'y a pas de droit sans devoir. Et donc, à la conférence, c'est vrai, on a mis l'accent beaucoup de droits, on a oublié les devoirs, parce qu'on estimait que le PPB avait fait de tout. Non, moi j'estime que c'est un faux débat.
il faut, parce que le système, là, à l'époque, c'était ça, le parti unique. Et le Togo n'était pas sous l'égide d'une révolution. Le Togo était dans un système de parti unique. Le Gabon n'était pas sous l'égide d'une révolution, de la démocratie populaire. Pourtant, le Gabon était au régime de parti unique. Ces pays que vous citez frottaient quand même avec la... Pays-là, le Niger, avec, voilà, le Burkina Faso, bon, a fait sa révolution seulement avec Thomas Sankara en 83, mais avant, non. Donc, tous ces pays étaient, tous les pays francophones, même la Côte d'Ivoire, de Grand Houphouët-Boigny, n'a jamais fait la démocratie. Il a fallu que ça vienne au Bénin d'abord. Malgré la proximité avec la France. Hein, ils n'ont jamais fait. Ils étaient dans le système de parti unique. Et Houphouët-Boigny disait toujours, le chef baoulé ne peut pas connaître la constitution de son vivant. Et pourtant, c'était le pays de la paix, c'était le pays modèle. Donc, en 90, la Côte d'Ivoire était en bruit de démocratie, mais n'était pas démocratique. Et c'est là que Jacques Chirac, en plein processus, est allé dire de toute façon que c'était un luxe pour l'Afrique. Et n'oubliez pas, la Côte d'Ivoire a fait des rapports très très particuliers avec le régime de l'apartheid, le régime des Blancs de l'Afrique du Sud. Donc, c'était ça. Olympique Botha, Peter Botha, et Frédéric de Klerk, c'était la Côte d'Ivoire avait des rapports privilégiés avec ce pays en expliquant qu'il fallait garder le contact pour ne pas rater les chances de paix. C'est une manière de voir. Donc, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire n'était pas un pays. C'était le havre de paix, c'était le pays chanté de par le monde. C'était le pays où il fallait aller. Et pourtant, pour personne n'a hégémonie la Côte d'Ivoire. Donc, quand on me parle de liberté, oui, de quelle liberté on parle? Ces libertés, c'était la liberté de temps. Chaque citoyen, enfin, à chaque époque, nous avons des phénomènes politiques, économiques, sociaux. Donc, nous sommes fils, nous sommes produits de notre temps. Donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on pense que c'était sur le PPP ou sur le régime du parti unique. Le parti unique était le principe dans les pays francophones d'Afrique. Et ça, il ne faut pas qu'on se trompe de débat. Donc, en 1990, après la conférence nationale, oui, on a parlé de multipartisme intégral, on a parlé de liberté de presse, on a parlé de haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. On a écouté tout à l'heure, on a écouté Sébastien Agbota. Sébastien Agbota. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a une certaine désillusion par rapport à l'autorité de l'audiovisuel et de la communication? Parce que les journalistes, vous avez écouté Agbota, ils pensaient que la HAC allait être un organe de la profession. Et non. Et parce que il est bien que l'État, les êtres trop confinés, il fallait qu'ils disparaissent parce qu'on était sous l'enchantement du CSA en France. Quand la HAC a voulu être en 1992, sous le président Soglo, alors organique de la HAC, mais on a vu que c'était plutôt un pouvoir. C'était plutôt un pouvoir. Donc on disait c'était plutôt une hache au lieu d'une HAC. Depuis déjà la création. Moi, j'ai été là. J'ai siégé à la HAC. Et je peux vous le dire que même aujourd'hui, la HAC n'utilise pas les pleins, n'utilise pas du tout toutes les prérogatives que la loi organique lui confère. On aurait davantage crié. Absolument. Je l'ai dit, moi quand j'y étais, j'ai dit à mes amis que nous utilisions à peine 20% de nos pouvoirs. Et mes amis se moquaient de moi en disant que à l'époque, on a pris des décisions sur les auditions publiques, par exemple, pour écouter ceux qui écrivent ou publient des approximations. Et la HAC délibérait et prononçait des sanctions, disons, de type pédagogique, de type pédagogique pour les amener à comprendre, pour éviter aussi qu'on aille au tribunal, pour éviter des décisions de justice. Parce que, bon, pour essayer donc d'aller dans le sens un peu du tribunal des pairs, un peu comme l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Mais beaucoup ont pris la bout de dire que la HAC est très devant son tribunal, si et ça. Si la HAC avait continué à faire des auditions publiques, ça aurait réglé beaucoup de problèmes. Parce que justement, certains citoyens qui se sentent lésés, lorsque la HAC prononce ces sanctions, la plupart administratifs se sont satisfaits. Parfois, demandent que les gens prennent des excuses. Suspendent le gars pour 2 semaines. Mais il n'y a pas de condamnation pécuniaire. Il n'y a pas de condamnation de prison. Il n'y a pas de condamnation en sursis. Mais les gens, c'est eux-mêmes qui commencent à crier.
Maintenant, quand le tribunal se prononce, on ne peut pas avoir un État sans droit. Alors, lorsque les droits, la loi de l'État s'exprime, on ne peut pas parler d'absence de droit. Un peuple a les lois qu'il mérite. Nos lois sont nos lois. On va demander à nos députés d'être à l'image de notre presse. Les députés doivent essayer de réglementer, de gérer. Ils sont les représentants du peuple. La législation suit le développement. La législation suit l'évolution. Alors donc, quand il légifère dans un sens, la population doit comprendre quelle orientation le peuple lui-même se donne dans l'affrontement des phénomènes. Alors, à partir du moment où le code, par exemple, la loi portant cours du numérique intervient, normalement, et internautes, et professionnels des médias, et citoyens lambda doivent comprendre quelle est l'orientation de choses. Mais moi, je ne parle pas de code de l'information, ni de code du numérique. Je parle de la loi organique, la loi relative à la HAC. Acte décidé par des professionnels, demandé par des professionnels à la HAC, notamment notre doyen Agbota qui est passé, que je salue honorablement, et avec beaucoup de différences. Je sais ce qu'il a fait. Je connais sa force de persuasion, je connais le sacrifice que beaucoup d'entre eux ont fait, je connais les libertés qu'ils nous ont fait conquérir, nous, de la jeune génération, à l'époque. Mais j'avoue qu'ils se sont trompés sur le visage, l'image qu'ils avaient de la HAC. Parce qu'après le moment où ils ont demandé au pouvoir d'avoir une structure particulière, cette structure n'est plus de la profession, c'est une structure de l'État. Donc, c'est un pouvoir et non un organe de corporation, non? La HAC n'est pas une structure corporative. Elle est un pouvoir. Et tant qu'elle est un pouvoir, elle agit comme un pouvoir. Il appartient aux professionnels de s'organiser et de porter leurs propres problèmes et d'être en face de la HAC comme une force de persuasion, une force de discussion, une force au besoin, une force en rapport de conflit. C'est-à-dire une force pouvant porter le conflit et tenir. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Si on peut le faire, oui. Ça veut dire qu'on paraîtra devant la HAC, non pas en victime expiatoire, mais en partenaire capable de discuter. Mais si les gens n'arrivent pas à lire la loi, les gens ne peuvent pas respecter la loi, les gens sont incapables même de défendre ce qu'ils écrivent, les gens n'arrivent même pas à connaître même les textes qui réglementent leur profession, les gens n'arrivent pas à s'autodiscipliner. Comment vous voulez qu'on demande à la HAC de faire ce travail-là? Les gens vont même demander à la HAC de faire respecter la convention collective dans les entreprises de presse. Comment? C'est pas le travail de la HAC. C'est pas le travail de la HAC. Donc, vous demandez, quand vous démissionnez, et vous n'arrivez pas à vous affronter, vous ne pouvez pas demander à l'autre de faire votre travail. Et après le condamner pour dire que c'est lui qui... Donc, je prends cet exemple simplement pour montrer que nous avons faux jeu sur beaucoup d'éléments. On a faux jeu. Hein? On a tout faux sur ce type d'éléments parce qu'on les analyse mal, on ne les prépare pas, on pense que c'est l'autre, pas nous. Et donc, du coup, on sait, et on a évolué de malentendu en malentendu depuis 90. Et voilà, c'est là qu'il faut, je dirais aujourd'hui, les acquis, pour moi, les acquis de la conférence nationale, c'est les nouvelles institutions qui s'annoncent, qui ont sorti de ces institutions. Les acquis de la conférence, c'est qu'on a terminé avec la phase de conflit, latin permanent, donc, des périodes de la révolution, et on a démarré une nouvelle phase où chacun doit pouvoir s'exprimer, se battre pour gagner sa position. C'est ça, les acquis. Les acquis, c'est la constitution du 11 décembre 1990. Mais ce n'est pas la transition, pour moi. C'était une évidence. On n'est pas le seul pays dans lequel on a fait la transition. On n'est pas le premier pays. Donc, faire une transition ne pose pas un problème. D'ailleurs, au Dahomey, on a tellement expérimenté tout que la transition de 90 devenait anecdotique. Pas quelque chose d'exceptionnel ou extraordinaire, c'est anecdotique. Pour moi, on a tellement tout essayé. Qu'est-ce qu'on a pas essayé de 60 à 72? Il n'y avait rien de nouveau alors. On a tout essayé. Donc, du coup, on a eu une nouvelle constitution qui a créé, pour moi, un organe extraordinaire, la Cour constitutionnelle. Par exemple. C'est extraordinaire. Et ça, s'il y a une palme d'or à délivrer, c'est à celui qui a sorti cette idée de la Cour constitutionnelle. C'est on s'est inspiré du Conseil constitutionnel français ou des autres, mais l'idée même de la Cour constitutionnelle c'est la meilleure idée découlant de l'analyse de notre passé
politique au niveau du Dahomey. Parce que, puisqu'on est un peuple d'indisciplinés, puisque les gens n'arrivent pas à s'entendre, quand ils sont dehors, ils s'entendent, quand ils prennent le pouvoir, ils s'entendent plus, ils sont allés. Parce que le pouvoir le gouvernement Ouattara de 64-65 est la meilleure illustration de ce que le politique béninois a toujours été. De ce drame d'Armée devenu béninois, où ils sont tellement ensemble quand ils sont dehors, quand il faut combattre celui qui est au pouvoir. Et une fois qu'ils gagnent le pouvoir ensemble, ils n'arrivent plus à s'entendre. Parce qu'en même temps, on veut, celui qui a aidé l'autre à prendre le pouvoir pense que lui-même a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir pense qu'il peut en imposer à l'autre. Et ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est ça le problème qui se pose. Alors, la Cour constitutionnelle habite du jeu. Mais même la Cour constitutionnelle. Mais Soglo, il en a fait des malheurs. Sur le régime Soglo. Et le président Soglo. Le début déjà. Le début déjà. Et le président Soglo lui-même. Et tout son entourage. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait subir à la Cour constitutionnelle? C'est l'un des acquis de la période 2091-95, c'est la période où la Cour constitutionnelle a été le plus attaquée. C'est la première mandature. On a même refuté au président Maga, par exemple, le statut de personnalité. Par exemple. Et ainsi de suite. Donc, pour pousser loin le moment pour installer la Cour constitutionnelle, on n'a pas voulu l'installer. On a poussé Monseigneur à la démission. Il a dû démissionner du Haut Conseil de la République parce que l'Église même ne comprenait pas qu'il s'éternise autant à la tête de cette structure. L'Église ne voulait pas, le clergé Vatican ne voulait pas que Monseigneur continue aussi longtemps parce qu'il lui-même pourrait tomber sur le coup donc, de l'ambition. Alors, donc, c'est un homme, c'est un humain. Donc, il a fallu que Monseigneur démissionne, qu'on se retrouve avec ça en Cour constitutionnelle de transition pour que le gouvernement accélère les choses et pour qu'on ait une Cour constitutionnelle. Mais dans quelles conditions? Ça n'a pas été facile. Parce que, justement, il a compris le rôle que la Cour peut jouer dans les limites de ses pouvoirs. Et ça n'a pas manqué. Quand cette Cour s'est installée en même temps, cette première décision a été attaquée. Pas les mêmes qui en vont. Qui l'ont installé. Qui l'ont proposé. Je me rappelle, le professeur Théodore Olo, ministre des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, en 1994, Théodore Olo, lors des premières crises. Quand la Cour a commencé par casser des ordonnances de Soglo, le professeur Olo ne s'est pas empêché de la critiquer. Il ne nous échappe pas qu'il finira après par... Il était membre de la commission. Non, c'est l'un des pères de la Constitution. De la structure. Absolument. C'est l'un des pères de notre Constitution, le professeur Théodore Olo. Mais il était ministre. Et il a dit, non, on a dit que les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. On n'a pas dit que les décisions ne sont susceptibles de critique. Il l'a dit à l'époque, dans une interview qu'il a accordée le matin, ministre porte-parole du gouvernement, c'était ça, un ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et il dit non, on a dit que cette décision ne sont susceptibles d'aucun recours, d'accord, mais ça n'empêche pas qu'on les critique. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, effectivement. Mais quand même que cette Cour qui vient de s'installer subit tant de critiques. Même le Haut Conseil de la République a subi des critiques de la part du camp Soglo avant d'être un Cour constitutionnelle. Donc, c'est pour vous dire que cette démocratie, cette liberté que les gens réclamaient, mais ils ne la réclamaient pas pour eux. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, à l'épreuve des faits, ceux qui ont gagné le pouvoir n'étaient pas plus démocrates que ceux qui les avaient. Ceux qui ont gagné n'étaient pas plus démocrates. Et là, les faits, je ne veux pas... Cette tribune n'est pas aussi grande, n'est pas aussi large. Et ça échappe à toutes les analyses des forats, les conférences, tout ce qui même dans le cas de ce trentenaire, les gens oublient de revenir sur ces aspects. Parce que, bien évidemment... Parce on escamote ces moments, on escamote ces gros malentendus, et on plonge dans aujourd'hui, comme s'il n'y a rien eu entre-temps. Non, il faut remonter à la conférence elle-même. Les agendas privés de chacun. Après, les non-dits, les approximations, l'absence de rapport général, qui avantageait pratiquement tous les camps à l'époque, et donc personne ne s'est battu pour qu'on ait. L'absence donc de feuille de route. Claire. Surtout en termes d'éléments clés. La Constitution, le régime. Les autres, oui, on a géré les délais de la transition et tout ça là. Donc, chacun a profité après. Lorsque le président Soglo
le Premier ministre Soglo est devenu candidat. C'est l'un des gros malentendus, je l'ai dit. Sa candidature n'était pas actée par la Conférence nationale. Il n'y a pas de délibération. On ne peut pas trouver là où on l'autorise à l'être. Et dans l'esprit de la Conférence nationale, il ne devrait pas être candidat. C'est dans l'esprit, je n'ai pas dit la lettre. Dans l'esprit. Donc, mais il a été candidat. Il était au de l'affaire. Et le Haut Conseil a autorisé. Avait... Est-ce qu'on pouvait dire non? C'était plus facile de convaincre une assemblée d'une vingtaine de personnes que de convaincre une assemblée de 500 personnes. Donc, le Haut Conseil a accepté parce que le Haut Conseil était rempli des siens. Voilà. Donc, c'est des malentendus de départ, des malentendus à l'interne, à la Conférence nationale, des malentendus de départ. Donc, la rouerie. Donc, la rouerie. Donc, la ruse. Alors, s'il n'y a que de ruse, pourquoi on va nous parler des acquis? Donc, on avançait parce qu'il fallait avancer. On avançait parce que la Cour constitutionnelle finit par décider. On attaque la Cour, on injurie, ça avance quand même. Alors, ça avançait sur fond de frustration. Ça avançait sur fond de résignation. Quand le président Soglo perd les élections, en 1996, il a voulu les bloquer. Les conditions dans lesquelles la Cour constitutionnelle a délibéré en 1996 doivent être connues. Il faut retourner au livre du docteur Fidjana Adjovi pour voir les conditions dans lesquelles les résultats là ont été Emmanuel Fidjana Adjovi, je cherchais le prénom, Emmanuel Adjovi, un de nos confrères, ancien président donc, de l'Union des journalistes et de la presse privée du Bénin, donc qui est aujourd'hui à la francophonie. Mais Emmanuel a écrit un livre, une élection démocratique en Afrique, l'élection présidentielle de 1996 au Bénin. Ça fait un peu l'intitulé. Et vous allez voir les conditions dans lesquelles la proclamation de résultats a eu lieu. Vous allez voir la rencontre que le président Soglo a faite au Hall des Arts pour stigmatiser les institutions, pour attaquer les gens, pour livrer certaines personnes à l'avenir populaire. Et Jean-Luc Aplogan, il est là, il est patron aujourd'hui de Friction FM. Il peut témoigner, par exemple. Alors donc, ces choses, il faut les rappeler pour nous montrer qu'il y avait assez de malentendus. Demandez à Soglo sa frustration. Il faut le dire, c'était sincère en lui. Alors pourquoi c'était sincère en lui, sa frustration? Il va le dire. Ça veut dire que quelque chose a mal tourné dans la mise en œuvre de la démocratie. Parce que on ne peut pas dire que Soglo n'est pas un patriote. On ne peut pas dire que Soglo n'est pas un démocrate. Alors si Soglo est un patriote, si Soglo est un démocrate, avec tout ce qu'il a fourni comme pourquoi il n'a pas pu jouer, il n'a pas su jouer le jeu à l'époque et a failli faire capoter les choses. Si la Cour n'avait pas été suffisamment téméraire, la Cour constitutionnelle avec Mme Elisabeth Poyon, la Cour n'a pas été, et le professeur Maurice Aranzo Gléler, si la Cour n'a pas été le président Emile Delin, le président Maga, le magistrat Eoumi, M. Alonso, qui encore, c'était cette personne, donc M. Deboué. Donc, si à l'époque, il n'avait pas été suffisamment fort, téméraire, on n'aurait pas eu de résultat. Ça aurait été bloqué. L'armée aurait pu faire changer les choses. Encore là, notre armée est restée républicaine. Donc, on a eu un gros tournant en 1996, lors de la présidentielle. C'est vrai qu'à entendre les gens, c'est comme si, après la conférence, on a vécu comme dans un fleuve tranquille jusqu'à ce qu'aujourd'hui on se réveille. Et c'est là que cette multiple rencontre qu'on organise se trompe. Je pense qu'on se trompe de débat. Si on ne crève pas l'abcès, il y a des abcès à crever. Si on ne crève pas l'abcès, on ne peut pas aller. Ou alors on décide de fermer la page de la conférence nationale et d'avancer. Et donc d'oublier les acquis. Non, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. On est déjà là. Pourquoi vous voulez vous occuper? C'est comme si vous voulez continuer de célébrer la naissance de votre grand-père qui ne vit plus. Par exemple. Il ne vit plus. Qui ne vit plus. Et vous voulez quand même continuer à autant célébrer l'anniversaire de l'aïeul, du grand-père et de son ancêtre qui ne vit plus. Et non. Parce que si vous rentrez dans ça, il va falloir compter jusqu'à quand vous allez arrêter. Alors que il y a un temps à gagner. Vous pouvez décider, c'est un acquis. Ce grand-père n'a pas vécu inutilement. Vous existez, vous. C'est déjà son produit.
On peut dire, ok, donc acte, mais avançons. Je pense, c'est ce que moi j'ai lu, qui n'a pas été clairement dit par le président Talon. C'est ce que j'ai lu dans sa sortie. Sans dire que la conférence nationale n'ait pas été un moment clé, mais je pense avoir lu, je peux me tromper, dans cette sortie, la conférence nationale fut une étape. Mais nous avons encore tellement de défis à relever. Ces 30 années, on ne les a pas très bien négociés. Il a fallu encore un nouveau départ. Après le changement, après la refondation. Donc, échoué. Il a fallu un nouveau départ. Donc, après ce moment, rebâtissons l'avenir. Revenons tout simplement le Bénin, aux Béninois qui n'ont pas confiance en leur pays, et peut-être à l'extérieur, et travaillons pour le futur. C'est vrai que ce procès est fait au gouvernement d'avoir presque banalisé, à part cette sortie avec les médias nationaux, d'avoir banalisé et même de n'avoir rien fait dans le cadre de cette trentenaire. Le procès est fait ou est perçu? Je pense qu'il était... Je pense, et moi je suis dans l'esprit de l'exécutif, qu'à défaut qu'on fasse le point et qu'on puisse crever l'abcès en disant année par année comment nous avons trahi, nous nous sommes trahis nous-mêmes, pensant trahir. L'esprit de la conférence, pour moi c'est simple, la conférence nationale n'était pas une grande messe décidée de bon cœur par chacun. J'étais clair, la conférence nationale est décidée parce qu'on avait le dos au mur, il fallait trouver les circonstances une voie de sortie, une circonstance, voilà. La conférence nationale, Kérékou dit, nous l'avons convoquée pour régler les problèmes économiques. Les cadres, les participants disent, non, nous voulons créer, et nous voulons qu'on aille au-delà. Nous ne pouvons pas donner nos résultats au parti de la Révolution populaire du Bénin, qui nous avait trahi en 1979. Nous ne pouvons pas passer. Et chacun est venu, comme je vous l'ai dit, avec son cahier de charge, avec son agenda. Donc, c'est déjà là, il y a un problème. Ça a été bien négocié grâce à un homme extraordinaire, moi c'est un de ça, à un Kérékou humaniste, d'accord? Mais calculateur et fin joueur. Mais quand on a fini de dire ça, il faut qu'on avance. On ne peut pas continuer à nous adosser à un moment qui n'est qu'une étape, une regrettable étape, parce que si on avait bien négocié la gestion du pays depuis 60, on n'allait pas tomber là. Ce n'était pas un virage obligatoire. Non, ça ne pouvait pas. Il y a des pays qui n'ont jamais connu ce moment-là qui avancent très bien. Donc, c'est vous dire que, effectivement, c'est un moment de choc. Regardez le Rwanda, a connu son moment de remise en cause, un moment dramatique. Un moment où les pleurs, c'est celui qui a des plaies qui n'ont pas encore été suffisamment guéris. Pourtant, ce pays revit, a pris son destin en main. Mais s'oriente vraiment vers l'avenir. Ces moments difficiles peuvent vous permettre de vous souder pour travailler, pour aller au-delà de vous-même. Et pour donc, Albert Bourdin, et je suis d'accord avec lui, seul ce qui fait mal, très mal, c'est l'homme au plus profond de lui-même. Et accélère le processus d'irruption de l'esprit en lui. Ça, on est totalement en phase. Seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'homme au plus profond de lui-même et accélère le processus d'irruption de l'esprit en lui. Mais nous, le processus d'irruption de l'esprit fut un processus purement personnel et égoïste, où chacun, avec son agenda, est entré dans le jeu, et quand il ne se retrouve pas dedans, il crache dans l'affaire, à défaut de le piétiner, de piétiner, il crache dans ça, et il tourne kazakh, et commence pas à bavarder. C'est ça. Pendant que la masse est tétanisée d'admiration. Exactement. Donc c'est ça. La masse adore les remises en cause. La masse adore quand vous chiez, enfin excusez-moi la grosse, mais la masse adore quand vous chiez dedans. Ils adorent parce que la masse ne comprend pas. Vous savez, c'est toujours ça partout. Lorsque les grands s'entendent, la masse fonctionne. Mais quand quelqu'un commence pas, quand il y a de la dissonance, quand la voix commence pas à changer ailleurs, ils se battent. Quand les grands se battent, comment, ça nous permet de savoir comment ils font entre eux. On veut comprendre. C'est ça que les masses. Donc, ils aiment quand les gens. Et les médias que nous sommes, on a donné de l'écho. Naturellement, on est médias. On relaie, c'est pas nous qui créons l'information. Donc, la tranquillité ne nous avantage pas. Vous comprenez donc. Vous comprenez le problème aujourd'hui. Donc, pour moi, de deux choses l'une, soit on crevait l'abcès, soit on avance. Donc, je vous dis, pour moi, ceux qui font le procès au gouvernement se trompent. Ils se trompent parce que l'Église catholique, comme je vous ai dit, a pris sa part en célébrant de manière cyclique ces moments. Mais ce moment que l'Église catholique célèbre,
c'est pour célébrer son homme. Tout à fait. L'homme providentiel. Et ça part de pour ce que rappeler fut son ce rôle temps. à elle. Son rôle, parce oui. qu'elle a joué en ce moment-là un rôle lorsqu'elle était encore le clergé bien organisé, et sans doute aussi orienté vers la discipline, vers le bien-être des populations et vers un Bénin développé dans lequel tout le monde trouve sa place. La vision sociale de l'Église était en marche en ce moment-là. Après, ça a été dévoyé par certains. Il faut le dire, ça a été dévoyé par certains. Aujourd'hui, heureusement, ça se reprend. Tant mieux. Donc, c'est dire, est-ce qu'un peuple va s'accrocher à ce moment-là et ne pas avancer? Pour moi, il faut avancer. Si on doit rappeler année par année les remises en cause, les malentendus, les faux jeux, les faux coups de la conférence et de l'après-conférence, mais vous vous rendrez compte qu'on n'a fait que errer. Ce que Albert Devois disait, nos errements n'ont pas fini. L'argent devient notre maître. C'est justement après la conférence nationale, c'est pas avant. Ce n'est pas pendant. Après la conférence. L'argent devient notre maître, nous dictant toutes nos extravagances, tous nos abus. Autour de quelle année déjà pour que Aussitôt, pour aller aux élections de 91. Ah, déjà l'argent. Moins d'un an. Mais vous n'avez pas écouté, j'ai écouté qui disait que bon, vous voulez faire une élection, vous sortez, on dit, mais quand tu es venu comment? Mais attends, tu es venu comment? L'autre est venu, il est passé. Les populations se réunissent pour vous essorer pendant la campagne électorale. C'est le temps de la vendange. Et comme certains se sont laissés aller à ça, donc on pense que tout le monde doit. Vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas faire la campagne. Vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas espérer vous les faire élire. Donc, l'argent, aussitôt après les élections, l'argent est devenu notre maître. Ce n'était pas sous le PPP, il n'y avait pas d'argent. Les gens montaient sur la table pour se faire élire. Et on vous vote, il n'y avait pas de fraude. Parce que vous faites élire là, en même temps. On vous dit non, vous allez détourner l'argent de l'église, disparaissez. Vous êtes un vagabond, vous n'êtes pas un homme de vertu, hein, votre pratique sociale est mauvaise, descendez. Et on vous hue. Donc vous réfléchissez par 1000 avant de vous porter candidat. Mais après, les gens même d'éducation ou bien de pratiques douteuses, avec l'argent, ils se font une nouvelle virginité. Et bon, voilà, ils achètent tout. Ils se font élire. Donc, c'est ce modèle-là qu'on va promouvoir en disant que c'est les acquis. Est-ce que c'est ce modèle-là qui est les acquis? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, la question est là. Devons-nous nous asseoir sur ça ou devons-nous avancer? Je pense qu'on prend la conférence comme un moment où le peuple s'est éveillé. On a été en face de nos propres errements et on s'est réveillé en disant partons de nouvelles bases. On a erré pendant 30 ans. Et là maintenant, il y a un nouveau départ avec un président clairvoyant, téméraire à la limite, hein, mais qui est déterminé à faire changer les choses. Je pense que c'est un nouveau départ réellement aujourd'hui. Et la jeunesse et tous ceux qui sont épris du développement de notre pays doivent s'appuyer sur ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on se dise plus jamais on ne reculera. Et donc on dit plus jamais on ne reculera, on doit faire en sorte que les règles soient bien tracées, que nous puissions regarder devant en disant c'est là qu'on doit aller. Quand c'est pas bon, on propose une alternative. Mais si on doit continuer de regarder dans le rétroviseur, on ne marchera, on n'atteindra aucun résultat probable. Donc voilà, pour moi, les meilleurs acquis de la conférence nationale, c'est plutôt devant et non derrière. Justement, quand vous dites que les acquis, les meilleurs acquis sont dans la projection et non dans la rétrospection, peut-être aussi que, de point de vue politique, la première projection dans le temps, ça doit avoir été ce dialogue politique-là de 2019, peut-être. Oui, le dialogue politique, je vais le dire, pour moi, parce que quand j'ai vu les conditions dans lesquelles ce dialogue a été organisé, les conditions dans lesquelles la suite, les résolutions et la mise en œuvre, pour moi, je dis, voilà un modèle que nous pouvons institutionnaliser. Un modèle que nous pouvons optimiser et institutionnaliser. Garder et fructifier. Qu'à période régulière, pas régulièrement, pas tous les ans, mais peut-être tous les 15 ans, peut-être tous les 25 ans. Un temps, on considère que les choses... Non, on ne considère rien. Les choses doivent être en état, mais on fait le point.
Hein, parce que tous les 20 ans, on fait le point. Pour d'éventuelles mises à jour. Des mises à jour, exactement. Parce que la réalité d'aujourd'hui ne peut être celle de dans 20 ans. Les acteurs vont évoluer. Il faut revoir, il faut revisiter les textes pour voir. Pour payer les enjeux, exactement. On a fait le plan de développement, Bénin Alafia, les nouvelles perspectives de développement à long terme, LTPS, Bénin Alafia 2025. C'était en 99. Donc c'est 2020-2025. Donc c'est que le Bénin devrait être à l'horizon de 2025, sur 25 ans. Mais combien de pays le président l'ont réellement lu et mis en œuvre? Combien de fois les cadres du ministère du Développement ont activé le gouvernement sur ça? Combien de fois ils ont orienté les plans annuels, les plans triennales ou les plans triennaux, tout ça? Donc, nous devons avoir une vision large. Je pense que le gouvernement est dans cette dynamique. Il y a eu des programmes de développement à long terme. Ils sont là-dessus. C'est ça. Il faut projeter le Bénin sur 20, 25 ans, 30 ans, 50 ans. Il faut projeter donc le développement, mais en même temps les institutions politiques. Qu'est-ce que nous voulons être dans la gouvernance? Nous allons faire les 60 ans de l'indépendance. Comment nous projetons le Bénin quand nous allons fêter les 100 ans? C'est maintenant il faut commencer la réflexion. Donc ce n'est pas la conférence nationale qui est le problème, c'est l'indépendance. Comment nous allons nous retrouver? Quand on a dit le Bénin est devenu indépendant le 1er août, ça fait 100 ans. Qu'est-ce que le Bénin? C'est où c'est nous qui devons mener les réflexions, jeter les bases et laisser aux générations à venir progressivement de peaufiner et d'orienter. Si on reste ici en disant, bon, de toute façon, dans 40 ans, je serai déjà momie, je sais pas. Donc, en disant ça, on dit, ça ne me concerne pas. C'est dommage. Dommage. Donc, vous comprenez que je n'ai pas dit d'effacer la conférence, partir de là, pour bâtir demain, exactement dans la vision. À mon avis, je pense que c'est l'orientation que le gouvernement prend. Et pour moi, ça m'agrée tout simplement, à moins que on accepte d'aller à une sorte de crever l'abcès. Donc, les gens parlent de vérité et réconciliation. Non, il n'y a pas de réconciliation, en fait. Vérité il n'y a pas de vérité non plus. Il y a une analyse à faire. Il y a une analyse. Parce que chacun dira sa vérité. Voilà, il y a de l'analyse à faire. Donc, il faut ouvrir une analyse, il faut poser les vrais problèmes, il faut que chacun apporte son élément, qu'on sorte un certain de rapport dans le général et qu'on, pour nous, voilà, donc voilà les plaies. Voilà peut-être ce qu'il faut corriger. Voilà peut-être des gens qui ont été brimés sur ce temps. Voilà peut-être, là, on peut le faire et aboutir peut-être. Ça, c'est une orientation. Mais on n'est pas obligé d'aller par là. On n'est pas obligé d'aller par là. On peut rester dans la dynamique simplement actuelle et dire voilà, nous projetons sur l'avenir, on va faire les 60 ans, on se lance peut-être sur les 80 ans, si on veut faire modeste, on se lance sur les 80 ans. Et les gouvernements, ceux qui vont suivre sauront comment faire pour se jeter les balles des 100 ans. Il y a quand même que dans cette déconstruction des stéréotypes concernant les acquis et autres qui entourent la conférence, une question qu'on peut poser ce soir, c'est la place du dialogue en comparaison avec la place de la conférence. Ah, vous revenez. Non, écoutez, non. Pour moi, je ne peux pas comparer les deux. Je l'ai fait déjà une fois, mais c'est pas... Oui, c'est deux contextes non comparables. C'est deux contextes non comparables. Et la conférence nationale, on avait le dos au mur. Comme je dis, on ne pouvait pas faire autrement. Ça aurait pu être 3 jours. Ça aurait pu même un jour de consultation. Mais il fallait nécessairement faire quelque chose. Parce que si le régime avait nommé simplement Adrien Boudy Premier ministre, il n'y avait pas d'argent. Et la France seule ne peut pas prendre le risque de faire ça. À l'époque, c'était un gouvernement socialiste qui avait aussi cette difficulté. Donc, le régime devrait lâcher du lest et se positionner dans une dynamique d'ouverture. Il fallait bien un cadre cohérent pour que les gens puissent se parler. Donc, la conférence nationale fut opportune et était nécessaire à l'époque. Après son déroulé n'a pas été peut-être tout ce qu'on a attendu. Mais ça c'est fini. Heureusement, on a pu s'en sortir. On peut dire oui, on est passé en démocratie sans les armes. C'est bien. Quand on a fini de célébrer ça sur 10 ans, il faut passer à autre chose. Et passer à autre chose. Or, le dialogue politique national, le dialogue politique. On a eu les tests. On a voté nos tests modernes. Et à la mise en œuvre, on s'est rendu compte que les gens n'arrivaient pas à suivre. Il y a eu tension, il y a eu élection. Le gouvernement a tenté tout pour rassembler. Donc, le gouvernement lui-même a pris l'initiative en prenant en compte certaines recommandations, notamment de la CEDEAO, d'organiser un dialogue politique national. Ça a eu lieu. Un dialogue politique. Donc, le dialogue politique a eu lieu
le gouvernement a facilité un certain nombre d'approches à certains qui n'étaient peut-être pas, qui avaient des difficultés. Donc, l'environnement du dialogue politique, sa construction, sa mise en place, son développement, son issue, et la manière dont ces décisions ont été mises en œuvre me permettent, moi, de dire que le modèle dialogue politique me paraît plus sain. Plus accompli, parce que là encore, on a un rapport. Plus utile et mieux que le modèle conférence nationale. Le modèle conférence nationale est un modèle de gestion conjoncturelle. Un pays sérieux ne peut pas se laisser avoir. Un pays sérieux ne peut pas se laisser surprendre. Un pays sérieux ne peut pas se laisser avoir le dos au mur au point d'être dans l'incertitude de son avenir. Un pays sérieux se doit d'anticiper et c'est ce que le dialogue politique a fait. Le dialogue politique est resté dans l'anticipation. Donc, si on veut comparer, pour moi, il n'y a pas de matière à comparer. Mais moi, j'opte pour les modèles que nous maîtrisons soi-même. Pourquoi le dialogue intégral, le débat national inclusif a été réclamé sur Yahi? Hein? Pourquoi ça n'a pas été organisé? Il devait être organisé en 2011, une conférence sur ça, une sorte de débat national après les élections. Pourquoi ça n'a pas été? Parce que le besoin était déjà là. On a fait dire à Yahi que s'il ne sait pas faire, les gens vont lui parler, ils vont lui imposer les décisions. Et Yahi s'est rebuffé en 2011. C'était Albert Evoué qui était chargé de manager cette affaire. Et les gens avaient un comité qui a été mis en place. Les thématiques, tout était arrêté. Même certains étaient déjà invités. Certaines logistiques étaient déjà en place. Mais très tôt, à un moment donné, on a fait dire mais ils vont t'imposer des choses, ils vont t'imposer Koupaki comme ton premier ministre et donc comme ton successeur, tu n'auras plus. Yahi s'est rebuffé. Et comme Yahi s'est rebuffé, c'est dans l'avion en Chine. Quand il est allé dans l'avion vers la Chine, que à moi c'est les gars informe de voir que les doyens, votre affaire, on va suspendre d'abord. Tout simplement. Tu vois, j'étais perdu. Et donc, les gens, alors donc, c'est pour vous dire que c'est pas si facile que ça. Yahi n'a pas eu le courage de l'organiser. Il n'a plus peur. Parce qu'on n'organise pas ces types de rencontres comme ça non plus. S'il n'y a rien, il y a eu le chaos, c'est vrai. Mais après le chaos, il y a eu les élections législatives. Tout fonctionnait. Après, vous analysez. Et dans un environnement plus calme, tu invites les gens, tu donnes la feuille de route, les gens discutent. Et tout ça, vous analysez. C'est ce qui s'est passé avec le dialogue politique. Donc, pour moi, c'est une très belle manière de tourner. Moi, j'opterais, en tout cas, d'autres peuvent faire d'autres choix. Moi, j'opterais pour le dialogue politique. Je pense qu'il est plus accompli, il est plus moderne, il est plus maîtrisé et il est plus significatif en termes de gestion du futur. La conférence nationale, ce fut presque un drame. Parce qu'à l'ouverture, personne ne savait de quoi ça serait fait. Il a fallu que les cours viennent tous les jours, pratiquement tous les 2 jours, 3 jours. Là, c'est cause d'une intervention extérieure, cette fronde que fut la déclaration de la souveraineté, et ainsi de suite. Non, on ne peut pas vivre dans ce type de... On ne peut pas vivre dans un état de conjoncture continue. Voilà. Alors, aujourd'hui, les seules conclusions qu'on peut tirer, c'est la projection, sans doute aussi en appel à la jeunesse, qu'elle soit politique ou à tous les niveaux, à avoir, on va dire, cette idée de projection, au lieu d'avoir toujours les regards tournés, pas procuration sur le passé. Non, moi, mon drame, c'est ce qui me désole un peu, c'est un peu bon, on a une jeunesse un peu perdue, hein. Ça, je suis désolé, les gens. On a une jeunesse qui ne se donne pas de repères. Mais est-ce que c'est sa faute totalement? Quand il n'y a pas de repères, c'est qu'il n'y a pas de repères. Comme je vous l'ai dit, ces 30 dernières années, cherchons le repère. Il est où? Ces 30 dernières années, cherchons le repère. Il est où? Il est dans le règne de l'argent. Il est dans la négation de l'État. Il est dans les compromissions. Il est dans l'absence du patriotisme. Voilà le règne que nous avons. Et donc, après ce moment-là, on ne peut pas demander non plus à la jeunesse de faire l'impossible. Mais aujourd'hui, je parle depuis 3 ans, il se met en place quelque chose de bien. Il faut regarder. Je dis, on n'a pas besoin de saluer, d'être ami au président Talon. On n'a pas besoin de croiser tous les jours pour voir ce qui se fait de bien, de beau dans le pays.
tout ne peut être parfait, c'est impossible. Mais quand la jeunesse regardez, aujourd'hui, comment dire, la projection sur l'éducation. Il y a une table ronde sur l'enseignement technique et professionnel. Mais quand vous regardez comment le gouvernement gère ces questions nationales, voire internationales, il y a une méthode. Le deuxième entretien, avant vous, a évoqué l'âge tout à l'heure, M. Goï. Oui, tout à fait. M. Goï, Dr. Goï. Donc, quand vous regardez ce que le gouvernement éjecte... Et surtout l'enthousiasme des partenaires qui, spontanément, quand même, ont éjecté ce qu'ils avaient comme moyen. Il y a vraiment quelque chose de bien qui se dessine. Exactement, et c'est ça qu'il faut saluer. Et la jeunesse doit pouvoir avoir le regard sur ces choses-là, son avenir. Une jeunesse qui n'a pas d'avenir, une jeunesse perdue. Et c'est un pays qui est perdu. Donc, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Donc, nous devons savoir que cette jeunesse doit savoir qu'elle est appelée à prendre en charge la destinée du pays. Et ce que le président Talon fait aujourd'hui, les grands fruits, c'est dans 10 ans. Et c'est dans 10 ans, chacun n'a qu'à regarder celui qui a 20 ans ou 30 ans, celui qui a 12 ans ou 22 ans. C'est eux qui seront dans les fleurs de l'âge. Pour celui qui a 30 ans aujourd'hui aura 40 ans. C'est eux qui vont prendre les commandements. Ce n'est pas ceux qui ont 50 ans, 60 ans. Non, on vieillirait, nous. Donc, il faut bien que la jeunesse comprenne que c'est pour elle que ce bénéfice se met en place. Et c'est eux, c'est cette jeunesse qui doit reprendre les choses en main. C'est ça que je pense que nous devons, même nous médias, travailler sur cette jeunesse, l'orienter, la guider et lui montrer que ce chemin que nous avons entamé depuis 2016, c'est son chemin à lui. Quand moi j'entends certains, mais ils sont totalement dans les cordes. Ils reprennent les stéréotypes des années 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Ils reprennent les mêmes stéréotypes. Ils racontent des choses qui sont dans le mimétisme, de mauvaises lois. Ils ne comprennent rien à rien. Ils comprennent, je suis désolé de le dire, ils ne comprennent pas. Ils n'ont même pas vécu l'histoire dont ils parlent avec tellement d'approximation, mais ils sont convaincus de dire la vérité. Comment une jeunesse, aujourd'hui, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, avec le numérique, peut vivre comme ça? Non. Moi, je lance un appel à cette jeunesse. Elle est partout. Aujourd'hui, nos contrées sont désenclavées par les technologies de l'information et de la communication. Les médias sont partout. Tout le monde avec un Android, même moins cher, peut avancer, peut s'écrire, peut se parler. Il faut qu'on échange. Il faut que s'installent les débats publics, débats orientés vers la jeunesse. Les questions du patriotisme, il faut qu'on en parle. Et c'est là que nos réflexions doivent avancer. Pour moi, si quelqu'un a envie d'avoir des acquis de la conférence nationale, il n'a qu'à prendre sa part. Et sa part, c'est quoi? C'est éduquer notre jeunesse pour que plus jamais nous ne connaîtrions les moments du type conférence nationale, mais des moments plutôt du type dialogue politique, des moments débat national, des moments rencontre, table ronde sur l'éducation, table ronde sur la santé, table ronde sur le développement des villes, table ronde sur l'environnement, des séances de rencontres qui nous permettent de régler un peu beaucoup de problèmes. La santé publique. On a parlé de l'hôpital de type moderne à Bobé-Calavi. Mais ça fait peu de débats. Combien de jeunes sont enthousiasmés par ça? Combien de jeunes se disent, mais mon Dieu, mais quelle chance j'ai? Ça va. Aujourd'hui, vous n'avez pas la chance de voyager, vous ne pouvez pas bénéficier d'un traitement pointu. Quoique nos médecins ici au Bénin font de leur effort de vous traiter, de faire de leur mieux, mais ils n'ont pas tous les plateaux, ils n'ont pas toute la latitude technique et moderne. Donc, aujourd'hui, le gouvernement se projette dans ce truc d'hôpital, mais c'est une chance en or pour la jeunesse. Et ainsi de suite. Regardons dans tous les... J'entends même qui estiment qu'à côté, c'est mieux que chez nous. Ils disent, attention, mais nous, on a couvert. Les élections à côté aussi. Ce n'est pas si facile que ça. À côté, les gens font leur cheminement aussi, avec leur situation. Mais faire cette comparaison, c'est quand même... C'est déplacé. C'est très déplacé. Donc, voilà un peu, pour moi, honnêtement, la jeunesse est interpellée. C'est elle. Elle doit se libérer du joug de la vieille classe politique, de celle qui est mue que par ses intérêts, de celle qui est mue par son agenda personnel, et se projeter vers l'avenir. C'est elle qui, dans 40 ans, fêtera les 100 ans de notre indépendance. Et c'est elle qui va dire désormais, nous, après notre second centenaire, nous voulons être un peuple véritablement libre et indépendant, et non un peuple qui attend les partenaires techniques et financiers pour survivre. Si le président Talon, aujourd'hui, peut dire, non, voilà ce que nous voulons, on ne peut plus accepter tout. Si le président Talon peut interpeller les partenaires sur des questions
pointues comme l'éducation. Non, la dette. Et autres, ça sortit à Dakar. Dakar, tout à fait. Et autres, c'est que dans 40 ans, nous devons avoir meilleure interpellation. Donc, c'est ça, c'est ce type de jeunesse qu'il faut bâtir pour demain. Et c'est ça, moi je pense, sur ça qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on tue la conférence nationale par la création de nouveaux modèles, hein, plus cohérents et plus solides. De nouveaux modèles beaucoup plus instructifs. Et débouchant sur donc une synergie d'action en rapport avec le développement et durable. Ce ne fut pas ce qu'on a fait à la conférence nationale où on est sorti sans rapport général, donc sans feuille de route, ce qui nous a fait errer dans tous les sens et à chacun de dire sa vérité de la conférence. Ça aurait pu être votre conclusion, mais bon, on vous permet quand même de conclure encore cet entretien. J'avoue que ça me fait plaisir parce que ça valide un peu les travaux que j'ai entrepris depuis 10 ans. Personnellement, j'ai enregistré tous les débats de la conférence nationale en tant que jeune. J'étais tellement intéressé déjà par l'analyse politique. Et donc, 30 ans après, 20 ans après, j'ai essayé d'écouter une trentaine de personnalités ayant participé à la conférence nationale. Et donc, 10 ans après, j'ai eu le plaisir, donc aujourd'hui, c'est pour moi un plaisir d'échanger, de partager ma lecture, ma vision avec nos téléspectateurs. Je ne sais pas, j'ai dû agacer certains, j'ai dû désorienter d'autres, énerver parfois quelques-uns, et peut-être contenter beaucoup, je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de réactions positives, comme j'ai eu des critiques. Tout ça contribue au débat, je pense que si chacun de ceux qui y étaient pouvait aussi apporter sa vision, sa contribution, je pense qu'on allait bâtir autre chose. Moi, je voudrais dire que les personnalités qui ont fait la conférence l'ont fait. Il appartient à la nouvelle génération donc de prendre son destin en main. S'il y a un vœu, c'est le vœu que dans 10 ans, lorsqu'on parlera de 40 ans, ou dans 20 ans, lorsqu'on parlera de 50 ans de la conférence nationale, qu'on dise, de cette conférence, nous avons eu un État moderne, et de ça, nous avons désormais nos rencontres cycliques. Après 30 ans d'errement, nous sommes tombés sur un gouvernement du président Patrice Talon, qui lui nous a fait rêver de révéler le Bénin. Et donc, la conférence qui a fait que le Bénin a fait parler de lui encore, a débouché sur 30 ans après d'errement sur Patrice Talon, et 20 ans après, le Bénin est peut-être un pays phare de l'Afrique de l'Ouest, un pays phare de l'Afrique. Voilà un peu moi tout le mal que peut nous souhaiter. Et après, le débat n'est pas clos, on va continuer sans doute. Il y aura d'autres thématiques sur lesquelles on reviendra. Mais en clôturant cette quinzaine, je pense que c'est là que j'ai envie d'aller. Les gens, avec la conférence, donc, on fait l'histoire à la jeunesse de proposer des possibilités pour demain, pour un Bénin quand même qui se positionne en leader, non seulement en démocratie, mais en développement. Merci à vous pour ce périple-là qui se conclut aujourd'hui, consultant, mais Dieu sait, et les téléspectateurs savent aussi que on sera toujours ensemble, vous et eux, nous aussi avec, matin et soir, ici à ETélé. Quand l'actualité le veut, vous serez toujours là. Merci amis téléspectateurs. Bonne suite de votre journée dominicale en notre compagnie parce que l'information est en continu, que ça soit en direct sur vos écrans, mais aussi sur les canaux de diffusion au niveau donc des réseaux sociaux. Bonne soirée à vous.